Donc, écoutez, merci déjà à tous d'être bien présents sur cette session. Donc, l'idée, donc il va nous rester un peu plus de 50 minutes. On a prévu une introduction sur le PIM on va dire, 30 à 40 minutes, avec un échange autour justement des problématiques de Roger Pradier sur son dispositif PIM. Et ensuite, on va se laisser 10 bonnes minutes, 10-15 bonnes minutes pour échanger et répondre aux questions. Donc, dans la fenêtre de gestion du webinar, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet chat, justement, pour écrire des mots. Mais si vous avez des questions par rapport, on va dire, à l'avancée du webinar, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, on pourra les prendre les unes après les autres à la fin du webinar et vous les verrez à l'écran et puis on va pouvoir y répondre en live, soit Aurélien, soit moi, directement. OK. Et donc, c'est moi qui vais introduire cette présentation, mais juste avant, on va quand même se présenter. Je m'appelle Jérémy Andrelli, donc je suis sur la droite ici. Donc, je suis account exécutif chez Quable. Et donc, mon rôle chez Quable, c'est tout simplement d'accompagner les sociétés qui s'interrogent sur on va dire, des besoins d'enjeux et d'expérience produits, notamment sur la gestion, la centralisation des catalogues produits, pour trouver en fait une bonne solution pour les assister en fait justement dans la mise en place et la mise à jour de leur catalogue produit sur l'ensemble de leurs canaux. Et donc, je suis vraiment en rôle accompagnement, c'est vraiment de la vente consultative. Et justement, on a un exemple ici avec notre client Roger Pradier. Et Aurélien, je vais te laisser la main. Alors, je vais te démuter. Ah bah Aurélien est parti. Ah, un petit souci là du coup, désolé. Attendez, je vais faire autrement. Je suis désolé de ce petit couac. Il a dû perdre sa connexion. Voilà, il se reconnecte. Aurélien? Ouais, on t'a perdu. Ouais, on t'entend. Alors moi, je vous entendais, mais j'avais un écran noir. Je voyais plus. Dès que tu as coupé ton partage, j'avais plus rien, mais je vous entendais toujours. Ok, super. Bah écoute, merci de t'être reconnecté. Je venais d'introduire et de me Oui, j'ai présenter. entendu. Donc, je vais me présenter. Donc, Ok. Aurélien Oda, responsable informatique chez Roger Pradier. On est une société fabricante de luminaires qui existe depuis 1910. Voilà. Donc, après, on va voir un peu plus notre activité dans les slides. Donc, nous, on fait des luminaires pour du résidentiel haut de gamme, pour des marchés, des architectes, des gros clients comme Rexel, Sonepar, pour des émigrants arabes, des, des palaces russes, enfin, on fait un peu de tout dans le monde entier. Très bien. Merci. Effectivement, on va pouvoir y revenir sur les différentes slides. Puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour ça. Alors, pour démarrer, comme je disais, c'est moi qui vais un peu cadrer et introduire la notion de PIM. Donc, peut-être avant d'aller dans un cas concret de Roger Pradier, on va aller sur introduire un PIM pour qui et pourquoi faire avant justement d'arriver sur ce retour d'expérience. Donc, le PIM, en fait, c'est une solution qui va vous permettre de répondre à vos enjeux d'expérience produit. Effectivement, l'expérience produit pour les marques, elle peut s'opérer de différentes manières. On va pouvoir, par exemple, faire des communications institutionnelles, faire de la publicité, mais on va pouvoir aussi travailler sur ces produits, sur ces fiches produits, sur la qualité de ces informations produits, pour justement diffuser et partager les valeurs de l'entreprise par le biais justement de la présentation du produit, que ce soit sur un site internet, que ce soit en vitrine ou sur une marketplace. En fait, quand on arrive sur le produit, on doit ressentir, on va dire, la présence de la marque. Et donc, c'est ça ce qu'on va appeler, on va dire, l'expérience produit
d'une part, et j'y reviendrai un peu plus dans une slide juste après sur justement les piliers de l'expérience produit. Mais l'idée, c'est vraiment que le premier contact avec le consommateur connecté soit le meilleur et qu'il se sente, on va dire, le plus à l'aise. Et surtout, quand il va revenir par le biais d'autres canaux, qu'il se sente toujours à l'aise et que l'information soit la plus fluide entre ces différents canaux. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre l'univers de la marque à travers vraiment l'information produit. Et justement, on va avoir différents points qui vont être importants. C'est que cette expérience produit doit être la plus fluide possible et doit être partagée dès que l'info est disponible. Donc, dès que vous avez préparé vos nouveaux produits, vos informations produits, ben, l'idée, c'est de les pousser directement sur l'ensemble de vos canaux et de façon fiable et engageante pour justement rassurer et permettre vos futurs clients ou aux consommateurs, du moins, d'être convaincu par justement vos produits et sur l'ensemble des canaux, donc via les plusieurs points de contact, comme je disais, que ce soit le marketplace, votre site e-commerce, vos partenaires retail, vos distributeurs et des marchés ciblés, que ce soit en France, en Italie, en Angleterre, peu importe où vous voulez en Europe, même on va dire en Asie, aux États-Unis. En fait, on va pouvoir centraliser toutes ces données dans le PIM et la diffuser sur l'ensemble des canaux et les marchés. Voilà, donc en gros, ça c'est un peu le contexte de l'expérience produit. Maintenant, le PIM, on va essayer de comparer ce qui est comparable. Et donc, on a des grosses briques dans l'univers on va dire, informatique des entreprises. Et ici, je vais vous présenter donc deux briques qui vont vous parler et qui parlent à tout le monde. Le PIM peut-être ne parle pas encore à tout le monde. C'est justement un produit qui est on va dire, en pleine croissance et qui fait justement face à cet enjeu d'omnicanalité. Donc le premier outil que tout le monde connaît bien, c'est l'ERP. L'ERP, c'est on va dire la base de la base. Ça va vous permettre de gérer vos achats, vos stocks, vos factures, votre TVA, votre déclaration, etc. Et donc cette plateforme, elle est plus qu'obligatoire pour une entreprise pour bien gérer sa comptabilité, ses forecasts et justement pouvoir avoir un suivi de la société. Et les utilisateurs clés de cette solution, généralement, effectivement, ce sont les équipes achats. Alors, pas que, mais l'essentiel des utilisateurs sont les équipes achats. Un autre logiciel que vous connaissez tous bien, c'est le CRM. Le CRM, ça va vous permettre, plutôt que de gérer la donnée de gestion, mais ce sera la donnée de clients, de vos clients, de vos prospects. Donc là, on va pouvoir suivre les nouveaux prospects, suivre vos clients, envoyer des devis, gérer vos ventes, gérer un pipeline, et donc bien forecaster, savoir où est-ce qu'on va dans l'univers justement business de l'entreprise. Et donc forcément, les utilisateurs clés ici, ça va être les commerciaux. Et il y a à peu près une dizaine d'années, peut-être 15 ans même, le CRM commençait à arriver. Avant, on était beaucoup sur des tableurs Excel et petit à petit, le CRM a fait un peu une révolution de la gestion commerciale des entreprises. Et donc maintenant, c'est devenu une évidence que d'utiliser un CRM pour gérer sa donnée commerciale. Et donc, de la même manière, on est à peu près dans cette même transition avec le PIM aujourd'hui. Donc, on parle de PIM et d'AM dans le cadre de notre plateforme, puisqu'on propose ces deux types de services dans la même solution. Et du coup, on va pouvoir gérer à la fois les données produits et les médias associés, les images, les vidéos et tous les autres assets que vous pouvez avoir. Et donc, l'idée, là, c'est de centraliser la donnée, la fiabiliser, l'enrichir avec des process collaboratifs entre les équipes. Et là, justement, en termes d'équipe, on va plutôt adresser les équipes marketing et digitales, bien que on ait souvent des utilisateurs des équipes commerciales, des équipes des achats qui vont finalement intervenir au début de la création des produits ou à la fin de cette création pour valider, par exemple, la diffusion sur un canal e-commerce. Ça passe souvent par la validation des commerciaux. Et donc voilà, donc c'est ces trois outils qui vont, on va dire, se compléter chacun sur un univers, on va dire, dédié. Et donc l'idée, c'est d'aller justement sur le PIM. Et en fait, on parlait d'enjeux. Et on va revenir sur ces enjeux parce que c'est vraiment très important dans l'univers du PIM. Sans enjeu, pas d'intérêt de partir sur cette solution. Et donc, tout à l'heure, on parlait de points de contact. Avec l'omnicanal,
en fait, tout acte d'achat en ligne, du moins, passe par en moyenne 5 points de contact. Ça veut dire que si je dois acheter un produit en ligne, je vais le vérifier une première fois, je vais me connecter, je vais faire ma recherche, puis je vais faire une autre recherche, etc. jusqu'à 5, pas forcément dans le même moment, mais à intervalle de temps dissocié. Et donc, je vais forcément consulter des canaux différents. Je vais peut-être terminer sur Amazon, sur le site directement de la société qui fabrique le produit. Je vais peut-être aller sur Cdiscount et d'autres canaux. Et donc, quand je me connecte à tous ces canaux, j'ai un besoin inhérent de voir des choses similaires. C'est-à-dire que mes fiches produits, peu importe les canaux, se doivent d'être cohérentes. Ça, c'est vraiment le premier pilier de l'expérience produit omnicanal, c'est la cohérence de l'information. Quand j'ai un produit sur une page, il faut que l'image soit pas forcément la même sur l'ensemble des canaux, mais soit, on va dire, concerne le même produit. On ne peut pas se tromper d'image ou se tromper de description ou de titre, par exemple, ou de caractéristiques. Il faut vraiment que ce soit cohérent. Après, il y a une notion d'actualisation. Cette information se doit d'être actualisée, puisque si on veut maintenir la cohérence, lorsqu'on fait des mises à jour produits sur l'ensemble des canaux, eh bien, il faut l'actualiser sur tous les canaux en même temps, de façon à maintenir cette cohérence de données dans le temps. Et donc là, vous avez un chiffre qui est très intéressant, c'est les 87% des consommateurs qui, justement, relèvent des incohérences d'informations produites sur les différents canaux lors de leur navigation sur Internet. Eh bien, en fait, le comportement qui est observé, c'est que près de justement 9 consommateurs sur 10 vont abandonner leur achat, leur panier, s'ils remarquent quelque chose de bizarre, par exemple, et je comprends pas parce que j'ai vu le produit, il ressemble vraiment à autre chose sur un autre site, et donc il y a un doute qui s'installe et peut-être un inconfort, et donc on va peut-être aller consulter une autre marque ou un autre produit où on va pas retrouver cet inconfort et on va plutôt trouver une certitude que c'est ce produit qui sera comme ceci. D'où cette importance de cohérence d'information. Euh, un autre point important, c'est la richesse de l'information. Plus la fiche va être complète, plus le prospect va se projeter dans son acte d'achat. Et effectivement, à l'inverse, plus la fiche va être simple et on va dire peu complète en termes d'infos, on va avoir des images en définition standard, une petite description et un titre, sans forcément les caractéristiques, sans des choses très abouties, eh bien, on va quand même pouvoir faire des ventes, hein, je vous rassure, mais il y a un risque effectivement de entre guillemets, découverte au déballage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a, justement, là, vous avez un autre chiffre, c'est 42% des clients qui ont déjà fait des achats en ligne ont effectivement déjà fait un retour produit pour la raison que le produit ne correspondait pas à ce qui était attendu, à la promesse vendue ou à la promesse interprétée. Pourquoi interprétée? Parce que les informations étaient peut-être pas assez riches. Et donc, pour limiter justement ces retours qui sont très coûteux et qui sont terribles pour les commerces en ligne, c'est de montrer le plus possible son produit sous ces divers angles pour justement rassurer sur ce que va être le produit livré. Et donc, en fait, quelqu'un qui verrait le produit tel qu'il est lors de son achat, peut-être ne l'achèterait pas et en achèterait un autre. Et en attendant, la société économise justement des frais de gestion sur des retours clients et également s'économise des clients pas contents. Parce que lorsqu'on a un retour produit, on a un client pas content à gérer, on a une perte de chiffre parce qu'on a des aspects logistiques à gérer et c'est souvent, on va dire, le cadre le plus catastrophique pour une société e-commerce. Et donc l'idée, c'est justement de trouver les bons moyens, les bons outils pour faire face à ces enjeux. Et justement, malheureusement, ce qu'on remarque sur le marché, on va dire pas l'intégralité, mais une très grande partie de nos prospects ou futurs clients sont malheureusement peu équipés de solutions pour justement faire face à ces enjeux. Et on se retrouve, comme vous voyez dans ce schéma, dans ce qu'on va pouvoir appeler le spaghetti informatique de l'information produit, où on va avoir des équipes qui vont travailler en silo avec des partages de fichiers Excel. On va souvent travailler avec des répertoires partagés ou avec des drives, des Dropbox. Les traductions également vont être faites sur Excel. Et donc, en fait, on va se retrouver avec des fichiers
master, des fichiers enfants et des fichiers dédiés à certains sites, d'autres pour certains marchés, avec des exports au milieu de l'ERP, etc. Et en fait, on arrive dans un process qui est vraiment peu scalable et il y a un moment où en fait, on ne peut plus continuer comme ça et il faut s'équiper d'une solution. Et justement, cette solution, c'est comme vous l'avez bien compris, c'est le PIM. Et donc, l'idée, c'est de reformater ce mode de collaboration tout en respectant et en essayant de bien modéliser on va dire, les process, les workflows existants dans un outil qui permet de le faire très facilement. Et donc là, c'est l'exemple justement d'un workflow de collaboration que je vais vous montrer, qui est vraiment à titre exemplaire et, et qui permet d'illustrer justement ce qu'on peut faire dans un PIM. Donc, généralement, on a de la donnée produit qui est créée dans justement l'ERP. Quand les achats référencent un produit, ils vont créer un code, ils vont créer quelques informations produits et on va pouvoir les récupérer plutôt que de les ressaisir dans la plateforme. Donc, en fait, on va initialiser des fiches produits directement depuis des imports automatisés. Donc, on a une connexion entre la gestion des produits dans l'ERP avec le PIM, ce qui fait que dès que j'ai un nouveau produit, il va arriver dans le PIM ou dès qu'il est mis à jour, il va arriver dans le PIM. Suite à cela, le PIM va pouvoir communiquer auprès des équipes qui vont intervenir sur l'information produit qu'il va y avoir des choses à faire dans le PIM pour telle ou telle équipe. Donc, ces personnes-là vont du coup pouvoir se connecter à la plateforme et consulter leur tableau de bord qui va être en fait leur feuille de route. Ils vont pouvoir, chacun peut se construire son tableau de bord pour voir les choses qu'ils ont besoin de voir. L'exemple le plus simple que je fais tout le temps, c'est si vous avez une personne qui gère la présence des images sur les fiches produits, eh bien, cette personne-là, quand elle va se connecter, elle va vouloir voir des informations sur son tableau de bord qui vont concerner les images associées aux produits. Par exemple, tous les produits qui n'ont pas d'image ou qui ont moins de 3 images, s'il y a un minimum d'images nécessaires pour la diffusion. Et donc, tout son tableau de bord va vraiment être orienté sur les images et chacun va pouvoir se construire son tableau de bord pour voir ce qu'il a besoin de voir. Et en fait, ce sera vraiment le point d'entrée, un peu comme un entonnoir sur sa to-do dans le PIM. Donc, on se connecte, on voit notre tableau de bord, et là, on va commencer à enrichir en suivant un workflow pré-établi. Dans ce cas-là, on aurait un chef produit qui saisirait les premières informations produits dans la plateforme. Une fois que ces infos sont saisies, donc ça peut être de la saisie manuelle fiche par fiche, ou ça peut être un import. Tout à l'heure, on parlait de fichiers Excel. On peut tout à fait importer des fichiers CSV dans la plateforme pour faire des imports en masse, plutôt que de saisir fiche par fiche et que ça prenne un peu plus de temps. Donc, on peut faire les deux. Et une fois que ces informations sont importées, il y a le PIM qui va faire justement une demande de visuel. On va avoir besoin de rattacher des images ou des médias à des fiches produits. Donc, ça peut être des PDF, ça peut être des vidéos, des images, ce que vous voulez en fait. Et suite à cela, donc l'équipe multimédia va pouvoir importer ces images en haute définition. C'est important en haute définition, puisqu'en fait, on va pouvoir en sortie, lors de la diffusion, reformater les médias de façon à ce qu'ils s'adaptent aux différents canaux de vente. Par exemple, sur votre site e-commerce, vous allez avoir besoin d'une 600 par 600, d'une 1000 par 1000, d'une vignette. Mais pour une marketplace, vous allez avoir besoin d'autres formats. Donc l'idée, c'est qu'on importe l'image en haute définition dans le PIM et ensuite, lors de l'export, on fera le paramétrage nécessaire pour justement exporter les médias dans le format souhaité ou les formats souhaités. Et bien sûr, on pourra associer des métadonnées à ces images importées pour, par exemple, documenter les médias et faire des recherches de médias dans la plateforme. Comme par exemple, je veux chercher mes médias qui sont des images d'ambiance qui datent entre telle date et qui ont été shootées par tel photographe. Et il y a tel mannequin dessus. Ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire via notre moteur de recherche. Donc, une fois ces médias importés, on va pouvoir passer par exemple à l'équipe digitale qui va aller compléter les fiches justement avec de la donnée orientée canaux web, où là, on va pouvoir mettre des descriptifs pour le site internet, pour les marketplaces, des balises SEO avec justement des mots-clés, les balises méta, etc., qui vont permettre de bien référencer les produits. Ensuite, on arrive là quasiment en fin de course en termes de contenu, donc on va pouvoir traduire les fiches. Généralement, effectivement, la traduction arrive au moment où on a une fiche dans la langue master qui est
qui est complète. Et on va pouvoir traduire en français, en anglais, bref, dans toutes les langues que vous souhaitez. Et suite à cela, on va pouvoir passer à une étape de validation qui peut être automatisée ou manuelle, ou les deux, ça dépend vraiment des cas, via notamment la complétude produit. On va pouvoir avoir des complétudes par canaux. Et ensuite, on va pouvoir diffuser sur l'ensemble des canaux. Des canaux web, des canaux, par exemple, plutôt en point de vente, où on va alimenter les systèmes de caisse. Si vous voulez avoir plus qu'un code produit dans les tickets de caisse pour vos clients, on pourrait avoir plus de titres, des mots-clés, éventuellement même des images. Après, on va pouvoir alimenter les canaux print si on veut créer des fiches PDF ou des catalogues. Et enfin, on va pouvoir aussi alimenter d'autres plateformes comme le CRM si on a besoin de remonter des informations produites dans le CRM et d'avoir ce lien automatique et que ces imports soient automatisés. Mais on peut aussi importer consulter les produits dans un portail produit qui est une autre plateforme de consultation du PIM en mode lecture seule pour certains utilisateurs. Voilà, j'ai fini mon introduction sur le PIM. Je vais laisser la main à Aurélien qui va vous parler justement de l'expérience produit chez Roger Pradier. Donc, je te laisse la main, Aurélien. Ok, bah, je vais dérouler. Donc, nous, le PIM, c'est un projet qu'on a pris il n'y a pas très longtemps. On a commencé à consulter Quable fin novembre pour un démarrage 10 jours après, début décembre. Bon, après, il y a eu des congés de Noël, donc autant qu'on pose un peu tout ce qu'on voulait. Et après, on a vraiment commencé à paramétrer tout ça au mois de janvier. Pour un fin de paramétrage fin janvier et enrichissement des données en février-mars. Et en parallèle, commencer à faire nos maquettes de fiches produits qu'on va voir tout à l'heure. Donc nous, les données, elles sont harmonisées au départ dans notre ERP qui est CJ de Manufacturing, dans lequel on va sortir des CSV qui vont s'alimenter toutes les nuits dans le PIM. On va se dérouler là. Donc dans le PIM de Quable. Et en parallèle, on fait nos médias et on les met pour avoir de quoi alimenter le DAM. Donc après, Quable, nous, pourquoi surtout pour deux buts. Le premier but, c'est pour notre nouveau site internet qui est en cours de création. Donc là, si vous allez sur notre site internet, c'est encore l'ancien qui a plus de 10 ans. Et donc là, on va passer en e-commerce sur Magento 2. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir une connexion en API qui est automatisée. On met un produit à jour, il se met à jour sur le site internet. Tout est géré sur le PIM et on a juste un back-office pour des pages statiques qui sont en dehors des pages produits. Mais au moins, on a toujours une cohérence des données entre notre base PIM et notre site internet. Et la base PIM sert aussi, va servir à alimenter un fichier FAB10 qui est un fichier d'échange de données automatisé qui est normalisé pour tous les distributeurs électriques. Et ça nous sert aussi à faire des fiches PDF automatiquement. Dès qu'on crée un produit, on change une couleur, on change une caractéristique technique ou quoi que ce soit. Ça crée la fiche, ça la met dans le site internet, elle est téléchargeable en temps réel avec les données à jour. Aussi bien depuis le site internet ou un accès externe via URL qu'on peut donner à des revendeurs privilégiés ou autres. Et plus tard aussi, ça c'est pas dans le slide tout de suite, mais une connexion avec InDesign pour mettre à jour le catalogue en temps réel et gagner du temps dans tout ce qui est création de code, éviter les erreurs de saisie de prix ou de code. Voilà pour cette slide. Yes, je passe. Donc l'objectif du PIM, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, c'est surtout fiabiliser et sécuriser les données du référentiel produit et des médias, donc qu'on ait vraiment des données qui soient tout le temps à jour et en temps réel, ça c'est très important. Organiser la collaboration sur le référentiel, le dashboard, c'est très très important. D'un coup d'œil, on voit ce qui se passe. La complétude des produits, on sait tout de suite si notre produit il est 100% complété dans les données obligatoires qu'on définit. On peut définir des données obligatoires, optionnelles. On peut dire, par exemple, je veux des données obligatoires pour site internet, mais je veux des données obligatoires qui sont tout autres.
pour la fiche PDF qui se génère automatiquement. On peut faire autant d'état d'avancement des renseignements produits, donc la complétude, que de canaux. Donc ça, c'est intéressant. Et on facilite le déploiement sur le nouveau site e-commerce avec l'automatisation à 100% des fiches PDF et des données post-internet au niveau de l'appli. On a facilité la diffusion des données auprès des partenaires aussi, donc avec les fichiers d'échange. On génère automatiquement un CSV à jour pour le donner. On est sûr d'un immobilier. Ok. Donc, nous, la société a été fondée en 1910. Alors ça, c'est ce qu'on croyait, mais après des recherches qui ont été faites l'an dernier, 1910, c'était la date où il a officialisé, mais avant, la société aurait marché pendant 10-15 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas trop de registres de commerce, c'était pas comme maintenant. Et donc, on était sur Paris jusqu'en 75, et après, ils sont déménagés à côté de Vierzon, dans le centre de la France, et depuis 72, milieu 70, genre, on n'a plus exactement la date, on est arrivé à Châteauroux. Et on a eu 3 agrandissements, et là un 4e qui a été fait au mois de septembre. On s'est ouvert sur le monde au niveau du business dans les années 60. Alors ça a été toujours la famille Pradier, grand-père, père et fils, qui ont revendu donc, en 2004 à M. Lombardet, qui a géré ça jusqu'en 2017, et maintenant on a M. Dewey depuis 2017. Donc, on était la première société qu'il a créée, et depuis il a racheté 2 autres sociétés et créé un groupe pour les équivalents. Voilà, donc nous, les pics d'activité de la société, ça va être tous les ans, on va diffuser un nouveau tarif au 1er janvier, avec des augmentations ou diminutions de tarifs et suppression de collections, de nouvelles collections. Tous les 2 ans, on réimprime le catalogue papier, et qui est distribué par la Poste en routage et directement chez des distributeurs, des revendeurs. Et on le refait aussi tous les ans en version numérique, bien sûr. Catalogue complet. Et au mois de novembre, on a un impératif, c'est d'envoyer le fichier Fabrice tous les distributeurs, genre Excel, Sonata ou autres, pour qu'eux, ils intègrent ça dans leur informatique, et comme ça, ils ont les dernières données à jour, les derniers tarifs, les derniers médias, ils peuvent tout télécharger. Et on a un impératif, c'est qu'il faut leur donner ça 1 mois et demi avant le 1er janvier. Alors, si je peux juste faire un petit complément pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'est Fab10. En fait, Fab10, c'est une norme plutôt industrielle sur justement le partage de données entre les fabricants pour Fab et 10 pour distributeurs. Donc, c'est vraiment une norme d'échange de données pour simplifier en fait justement le partage de catalogue et ces choses-là, dans lesquelles on va avoir des champs obligatoires et des champs optionnels selon, on va dire, l'industrie de la société. Donc, si on est dans justement l'éclairage, si on est dans la plomberie, dans le chauffage. Donc, en fonction de cela, on va avoir des données qui vont concerner la société. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Oui, et puis ça marche par un système de codification, enfin je vais dire n'importe quoi, mais EC 92.5, ça veut dire que c'est une ampoule à visser, par exemple, et en mettant ce code, ça va traduire dans toutes les codes, dans toutes les langues qui peuvent exister dans le monde. Enfin, c'est une table, une grosse base de données, et qui est mise à jour assez fréquemment, dans laquelle on doit s'appuyer. Ok, merci pour cette précision. Alors je passe à la slide, à la suite plutôt, en dessous. Donc nous, on a 64 collections, on en avait épuré quelques-unes, on en avait encore 80 il y a 2 ans. Ces 64 collections représentent 900 modèles. Donc, par exemple, dans une collection, on peut avoir le lampadaire de jardin, on peut avoir la coupe murale, le plafonnier. Donc, ça se décline, 64 en 900 modèles. Et après, on peut les peindre en une 60aine de teintes standards sous 3 jours. Et les teintes à la demande sous 5 jours. On peut faire n'importe quelle teinte. Par exemple, on a un partenariat avec un marchand de portes. Lui, si on achète une porte rose bonbon, il va faire le luminaire de la même couleur avec le même rage. Donc, on peut tout couvrir. Donc, ça nous représente un peu plus de 5000 produits standards, plus les teintes spéciales. Et après, on arrive à faire du semi-mesure aussi, une hauteur différente,
plus de texte, enfin, de l'optionnel. Et je passe ici. Alors, la gestion optimisée, donc la donnée des articles est coupée en 3 niveaux chez nous. Donc, on a des collections. Donc, on va travailler par des collections de produits. On va avoir la brique, là, par exemple, à l'écran. On va avoir la loupe, on a la courte, on a tout un tas. Donc, ça, c'est vraiment les caractéristiques générales de la collection. Donc, on les remplit qu'une fois et ça va se déverser dans 200 fiches. Après, on a les sous-catégories. Donc, on va avoir le modèle. Donc, dans le modèle, on va dire, ben, ça, c'est une appli. Donc, l'appli, elle se fixe comme ça au mur. Elle a telle caractéristique d'étanchéité ou autre caractéristique électrique. Celle qui se met sur un mât ou celle qui se met sur le plafond, elle a d'autres caractéristiques. Donc, ça, c'est le modèle. Et après, on passe au dernier niveau, qui est la gestion de la couleur matière. Donc, nous, on gère la couleur et la matière de la même façon, parce que 90% de nos produits sont en aluminium peint, garantie 25 ans. Et l'autre partie, c'est du laiton ou du cuivre. Mais au niveau de notre codification, on gère ça comme si c'était une couleur, non pas une matière. Donc, on a 3 niveaux d'information. Donc, dans le niveau collection, on met un petit peu d'information. Dans le niveau couleur matière, vraiment ce qui spécifie la teinte du matériau. Et c'est vraiment dans le modèle où on a le plus gros de données. Donc, on saisit une fois les données et ça va nous les reporter sur 60 couleurs. Donc, c'est quand même un gros gain de temps par rapport à des fichiers Excel où on va faire des erreurs. Voilà. Ou même si on devait gérer ça dans le verre. Donc, on mutualise nos données communes dans les articles. Donc, ça, c'est ce que je disais pour le modèle et la collection. On simplifie la mise à jour du catalogue. Ben, bien sûr, je modifie l'étanchéité d'un modèle. Ça me le fait sur 60 fiches en même temps. On associe automatiquement des nouveaux médias à chaque niveau. Donc, quand on va uploader, ce qui est bien fait avec le système de paramétrage, c'est que si je mets une photo dans l'upload, elle va se mettre toute seule dans le bon produit, ou dans le bon modèle, ou dans la bonne couleur, selon comment la règle de nommage qu'on lui a mis à cette photo. On peut créer des règles de regex, je ne sais pas si ça va parler et qui vont mettre les produits au bon endroit. Et ça, c'est vraiment un gros gain de temps parce qu'on n'a pas besoin de mettre le produit fiche par fiche et de dire bah, cette photo, elle va là, cette photo, elle va là. Les données sont structurées prêtes à l'emploi dès la création automatisée des fiches articles. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a mis une donnée, dès qu'on a mis une photo, si on veut régénérer le PDF, on appuie sur un bouton et on ressort le PDF à jour. Ou alors, on attend le lendemain matin et ça s'est mis dans le site internet tout seul. Voilà, voici les on est en train de maqueter. Donc, nous, on a fait une maquette sur une design de tout ce qu'on voulait en champ. L'emplacement au dixième de millimètre près, on a dit je veux ce champ-là à tel endroit. Si ce champ-là il n'existe pas, ben, il disparaît ou il se cache ou je viens tirer. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Et donc, toutes les nuits, les fiches modifiées vont se mettre à jour où on peut forcer la main si on veut une fiche tout de suite, ou alors on peut donner un URL à quelqu'un pour qu'il puisse le télécharger directement s'il n'a pas d'accès. Donc nous, c'est à peu près 800 articles standards, j'irai à l'année, parce que tout ce qui est produits spéciaux qu'on va vendre une fois, on ne le met pas forcément dans le film, ça ne va pas être vendu dans le canot, c'est vraiment sur des projets. Donc 800 produits gérés à l'année. Ensuite, on a environ 1500 images uploadées, mises à jour par an. Alors là, on est en phase de démarrage. Cette année, on en a beaucoup, beaucoup plus. On en est peut-être à 10 000 médias là qu'on a mis, alors, entre les images et les notices ou tout ce qu'on peut avoir. Et ensuite, on est en 3 langues pour l'instant et on va peut-être passer en espagnol aussi, une 4e langue, une fois qu'on sera bien fait la main et qu'on aura eu le temps de faire toutes les traductions sur le site internet, parce que les traductions, c'est un énorme travail entre tous le site internet, tous les champs qu'on a renseignés, il y a quand même pas mal de traductions. Donc, nous, on le fait en interne parce qu'on a des commerciaux un peu dans tous les pays, donc ça prend un peu de temps, c'est en plus de leur travail. Sinon, on pourra passer par une agence et ce serait beaucoup plus rapide. Et on a 10 utilisateurs, ce qui nous suffit
simplement, je crois même qu'on n'en utilise que 8 parce que il y en a un ou deux pour la communication, un ou deux pour le bureau d'études, un ou deux pour les méthodes, moi pour l'administration, et puis ça se cantonne à ça. Après, les autres, ils se rendent même pas compte que le PIM existe, ça coule tout seul. Ils ont les fiches qui arrivent au bon endroit, ils font le site internet qui est à jour. Donc, ils n'ont pas besoin d'enrichir la donnée. Okay. Alors, je te passe à la dernière slide. Voilà. Donc nous, notre objectif principal pour le PIM, c'était le nouveau site e-commerce là, qui va sortir incessamment sous peu en recettage graphique et fonctionnel. Là, on est en train de finaliser. Le deuxième objectif, c'était d'avoir les fiches techniques PDF à jour qui enlèvent un énorme travail au bureau d'études, parce que quand il va s'amuser à faire une modification et à sortir 60 fiches et à les distribuer dans tous les services, et il y a toujours un service qui ne va pas l'avoir en temps et en heure et qui va envoyer un nouveau fiche, ça posait beaucoup de soucis. Donc là, au moins, c'est un des objectifs principaux. Un peu plus tard, en fin d'année, ça va être le pontage avec InDesign. Et là, on va beaucoup s'appuyer aussi sur le FAT10, l'échange de fichiers automatisés dont on parlait tout à l'heure. La marketplace, c'est quelque chose qu'on se laisse ouvert, mais pour l'instant, ce n'est pas notre but principal. Ok, ben écoute, merci Aurélien pour. Voilà, donc je sais pas si j'étais assez clair pour toutes les explications. Alors, il y a eu quelques petites questions. On pourrait peut-être commencer à passer en revue. Il reste 2 slides dans la présentation. En fait, c'était plus pour vous expliquer comment on met en place le PIM chez Quibble. Donc, c'est 2 slides assez succincts, mais je vous propose d'abord traiter ces questions qui sont plus dans le cadre Roger Pradier, et après, on avancera sur la mise en place. Donc, la première question était de Jonathan, et la question était, alors, je vais la cliquer, tac. Okay. C'était donc, pardon, où sont stockés les médias? Où sont stockés les médias dans ce cas, dans le PIM ou dans le DAM? Alors, je vais me permettre d'y répondre. Je pense que c'était par rapport à la rosace métier que je présentais tout à l'heure. En fait, les médias, ils sont stockés dans Quibble, qui est en fait à la fois PIM et DAM. Donc, c'est une plateforme unique avec une gestion des produits, une gestion des médias. Et ces images en haute définition sont stockées. En fait, peu importe la définition d'ailleurs, c'est l'image qui est uploadée et stockée dans l'environnement Cobol. Par contre, ensuite, quand elle est diffusée, on va vraiment pousser le média entre guillemets physique. On ne va pas envoyer une URL. Nous, on pousse le média au canal et ensuite, c'est le canal qui va héberger le média là où il va décider de l'héberger. En fait, nous, on est vraiment une plateforme back. On n'a pas pour vocation à être consulté par, on va dire, une centaine de milliers d'utilisateurs en même temps. C'est pas du tout notre travail ici. Et donc, notre infra, elle est orientée vraiment back-end enfin back-office plutôt. Et donc, nous, on va partager le média au canal et ensuite, le canal va hoster le média pour le diffuser à ces milliers, ces millions d'utilisateurs. Petite parenthèse que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand on parle médias, il ne faut pas penser que images. Nous, par exemple, on a dans les onglets de nos médias, on met donc une photo, enfin, des photos d'ambiance en portrait, des photos d'ambiance en paysage, des photos juste de la tête du luminaire, des images en 3D, et on met aussi à disposition, pour que ça arrive en site internet, tout ce qui va être certificat de conformité européenne, tout ce qui va être des DXF ou des 3D SketchUp que les architectes puissent télécharger. On a une dizaine de médias 3D qui sont hébergés dedans. C'est pas juste des images. On peut mettre n'importe quel type de fichier dedans. Ok, merci pour la précision. J'enchaîne avec la prochaine question qui était celle de Francis. Vous utilisez quel moteur de traduction? Alors, pour les traductions, donc pareil, je pense que c'était pour la rosace. Aujourd'hui, en fait, on propose aux utilisateurs de traduire par eux-mêmes. En fait, il y a plusieurs moyens de traduire.
on a une fonctionnalité où on va pouvoir afficher les fiches produits, on va dire, à double colonne. Colonne de gauche, ça va être les informations dans la langue standard du PIM, par exemple le français. Et colonne de droite, ça va être la langue de traduction. Et donc, je vais pouvoir toujours voir ma langue master et ma langue de traduction et traduire mes champs un à un dans le PIM. Ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est que lorsqu'on va traduire, on a effectivement un petit bouton Google Translate. Ça reste du Google Translate, ça permet de faire, on va dire, une ébauche de traduction de chacun de ces champs, et ça reste du manuel fiche par fiche. Après, on a encore un autre moyen, c'est on peut faire un export d'un périmètre de produit. On peut sélectionner, je sais pas, une gamme ou certains produits qui nous intéressent, notamment pour la traduction. On va les exporter dans un fichier de traduction. Donc, on peut les exporter en CSV ou en XLIF, qui est le format préféré, on va dire, pour les traductions par les agences de traduction notamment. Et on peut soit se le traduire de son côté sur son PC, donc en dépilant tous les champs d'un coup dans un tableur, par exemple, ou en le partageant à une agence de traduction avec qui on collabore. Cette agence va pouvoir le traduire et réimporter le fichier dans le PIM. Et on a enfin une dernière on va dire possibilité et fonctionnalité, c'est justement on va dire de faire intervenir la traduction directement dans le PIM par des agences. Dans le sens où, dans le PIM, on va pouvoir sélectionner des produits qu'on veut envoyer en traduction à son agence de traduction. Alors aujourd'hui, on est connecté avec Textmaster, mais on travaille aussi avec SDL et Webedia. Du coup, on va pouvoir sélectionner les produits qu'on veut traduire, notamment les champs qu'on veut traduire, parce qu'on ne veut peut-être pas traduire tous les champs. On va pouvoir les envoyer. On a un bouton justement envoyer à l'agence de traduction. On va, ça va créer un projet de traduction. On va pouvoir vérifier notre projet. On va confirmer et l'envoyer en traduction. Et en fait, on va mettre la clé d'API de l'agence de traduction de leur système dans le PIM, qui va faire un pont entre le PIM et leur logiciel de traduction. Et en fait, dès qu'on envoie un trad, ça part chez eux. Ils ont leur workflow de traduction classique dans leur système. Ils vont traduire. Une fois que c'est traduit, ça redescend dans le PIM avec une proposition de traduction. On va pouvoir la vérifier, la contrôler. Et si tout est OK, on la valide et les traductions se déversent dans le PIM. Ça, c'est un mode de fonctionnement, justement, quand on a des traductions peut-être un peu complexes et on va aller très vite. L'avantage, c'est qu'on ne sort pas du PIM. On n'a pas besoin d'envoyer de mail, de passer un coup de fil à l'agence, d'attendre un devis, puisqu'en fait, quand on a son projet de traduction, quand on consulte le projet de traduction avant de l'envoyer, on a on a le nombre de mots, le prix estimatif, et donc en fait, on a toutes ces données directes de base dans le PIM. Et c'est quand on appuie sur envoyer, bon, bah, ça envoie chez eux. Et après, la facturation de cette traduction est gérée dans leur système de façon classique. Il faut avoir souscrit chez, par exemple, Textmaster. Vous allez avoir un contrat avec, je sais pas, un prix au mot traduit ou au caractère. Et ensuite, en fait, tous les mois, ils vont vous facturer de façon classique. Peu importe, on va dire, la source des données à traduire. Alors, donc, c'était pour répondre à Francis. J'espère que ça répond à la question. J'enchaîne avec une deuxième question de Francis, notamment concernant InDesign. Donc la question, c'est vous utilisez quel type de connexion avec InDesign? Alors peut-être je peux te laisser répondre sur comment tu travailles actuellement et puis quelles sont les perspectives. Nous, pour l'instant, on fait tout à la main dans les designs. On n'a pas encore, on s'est pas encore penché sur le montage. Parce que comme, en fait, il faut faire un template dans le design, et après, il y a un petit plugin qui vient faire la liaison automatique des données. Hein, ça. Et nous, on l'a pas encore mis, ce module. Tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de se pencher, c'est une question de temps, on n'a pas le temps de se pencher sur le template. Et en plus, on ne sait pas encore quelle aura la tête, quelle sera la tête du nouveau catalogue, parce que tous les 2 ans, on change complètement le design du catalogue. En plus. Donc, il faut d'abord qu'on ait des propositions de créa avant de commencer à se pencher là-dessus. Mais grosso modo, c'est un template et un petit plugin. Alors, le nom du plugin, je ne l'ai plus sous la main. Alors, c'est Easy Catalog, voilà. Du moins celui qu'on utilise. Oui, c'est celui-là. Ok, et du coup, pour aller effectivement un peu plus précisément dans la réponse, le projet print intervient, on va dire, une fois que le PIM est bien configuré, on a les bonnes données, on a les bons champs, on a tout ce qu'il faut, et ensuite, effectivement, on s'attaque au print, que ce soit les fiches PDF qu'on a vues tout à l'heure ou un catalogue à alimenter sur InDesign. Et donc, en fait, effectivement, le PIM va pouvoir exporter via Easy Catalog
les produits via ces fichiers CSV et Easy Catalog va ensuite les restituer à InDesign et va pouvoir permettre à InDesign d'accéder à ces données. Ce qui fait que quand on ouvre InDesign, on a un bouton pour faire un refresh et on va faire une mise à jour de son catalogue de façon, on va dire, très automatisée, de façon à éviter d'aller sur chacun des produits, et mettre à jour à la main ou éventuellement apporter un fichier. L'idée, c'est vraiment que ce soit connecté et donc ça, on peut le faire à la fois via on va dire, des exports de fichiers du PIM ou via API. C'est un peu au cas par cas et selon, on va dire, le besoin de chacun des clients. Alors après, j'ai une question de Kelly. L'automatisation des fiches articles est uniquement en PDF et pas directement sur le PIM. Alors ici, peut-être on va essayer de reformuler la question, c'est pas très, très clair pour moi. L'automatisation des fiches articles, bien entendu, on va dire qu'une fois qu'on saisit de la donnée dans le PIM, eh bien, la fiche est mise à jour, on va dire, automatiquement. Et donc, tous les utilisateurs qui se connectent au PIM peuvent consulter cette fiche. Et également, une fois que cette fiche est mise à jour et elle est publiée, on va dire, elle est diffusée sur un site, sur une marketplace, sur du print, eh bien, en fait, cette diffusion est automatique dès lors qu'on a fait on va dire, ce pont de connexion entre le PIM et, par exemple, le site e-commerce. Maintenant, la notion de fiche PDF, en fait, c'est une fonctionnalité de Quable que d'intégrer un moteur de génération de PDF. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place justement pour Roger Pradier pour faire les fiches techniques de l'ensemble des modèles couleurs. Et donc, toutes les nuits, en fait, on a un système qui tourne et qui va générer automatiquement l'ensemble des fiches qui ont été modifiées dans les dernières 24 heures, de façon à avoir toujours on va dire un répertoire avec l'ensemble des fiches PDF à jour qui ont pour but d'être diffusées justement sur le site e-commerce et éventuellement d'être utilisées par les équipes directement en accédant aux différents répertoires en interne dans la société. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, on va dire, qui doit être mis en place. Donc, il y a une fonctionnalité Quable et il y a aussi, en fait, l'idée, c'est que vous nous fournissiez, enfin, que le client nous fournisse son template. Nous, on va l'étudier, on va vérifier la faisabilité, on va faire une petite étude de faisabilité et vous proposer éventuellement des ajustements ou des optimisations de ces PDF pour ensuite les importer dans notre plateforme. Donc, on va les intégrer dans Quable Print. Et suite à cela, on aura ce module de génération automatisée des PDF. Donc, on est en train de travailler également sur une fonctionnalité où on va générer des PDF sur un template Quable. Donc, c'est quelque chose qui devrait arriver prochainement, où on va pouvoir en fait appuyer sur un bouton et ça vous sort une fiche PDF de votre fiche article dans le PIM. Mais au format, on va dire, dans un format standard. Si vous voulez votre format plus spécifique, eh bien là, ça passe par une intégration de votre template dans notre brique Quable Print qui génère justement ces PDF. Alors, une autre question de Francis. Comment est programmé le graphisme du PDF par Quable ou Pradier? Je pense avoir répondu un petit peu à cette question. Donc, le graphisme, c'est vraiment Roger Pradier qui nous a partagé le template. Nous, on l'a intégré dans notre outil pour aller, on va dire, récupérer l'ensemble des champs qui sont disponibles dans le PIM et on va dire les placer sur le PDF là où on a besoin de les placer dans le template. Et ensuite, du coup, Roger Pradier peut utiliser ces PDF à bon escient. Alors, une question de Fabrice. Est-ce que vous gérez la partie sur-mesure dans le PIM? Alors, la partie sur-mesure, c'est un peu vague, surtout que c'est sur-mesure entre guillemets. En fait, la force de Quable, c'est qu'on a une solution standard, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de développement spécifique, si c'est ça la notion de sur-mesure. Par contre, on est une solution extrêmement paramétrable. En fait, on arrive à paramétrer n'importe quel cas d'usage, n'importe quel modèle de données ou besoin fonctionnel que vous pouvez avoir. Par exemple, au démarrage de Quable, un des premiers clients était Jennifer, et donc on s'est orienté sur, on va dire, des marques plutôt, des sociétés de type marque, justement pour répondre à ces enjeux. Et après, on a fait face à un client qui s'appelle le Club Med,
qui avaient des enjeux complètement différents et des besoins complètement différents, bien qu'au final, derrière, les principes, les concepts qui étaient derrière, c'était les mêmes. C'était un besoin d'homogénéité des données sur les canaux, facilité de diffusion. C'était en fait les mêmes principes qui sont couverts par le PIM. Par contre, on était sur des services, sur une notion de vraiment très éclatée du portefeuille de services du Club Med. À savoir, on a des villages qui sont connectés à des hébergements, qui sont eux-mêmes connectés à des types de chambres, et des activités pour adultes, des activités pour enfants, des activités nautiques, la restauration, les menus des restaurants, tout ça sur tous les centres du Club Med à travers le monde, et tout ça dans 50 langues. Donc c'était un très gros challenge pour Quabel. Et en fait, ce cas d'usage-là nous a permis de repousser les limites du PIM. Et depuis qu'on a justement intégré, onboardé et livré la plateforme au Club Med, et bien maintenant, en fait, on a un peu passé le test ultime et on est capable de modéliser n'importe quel type de modèle de données, justement par la flexibilité de ces liaisons entre différentes typologies d'objets. Alors là, il y a une question pour toi, Aurélien, Oui. de Michel. Pourquoi avez-vous choisi Quable? Aviez-vous consulté d'autres solutions? Nous, au début, on avait commencé avec un Presta et Akeneo. Et notre prestataire web nous a lâchés parce que il ne pouvait pas faire face. Et du coup, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau à reconsulter un prestataire pour développer le site internet. Et donc, du coup, en même temps, ça remet beaucoup de choses en jeu parce que c'est lui qui avait commencé à paramétrer Akeneo et qui était hébergé chez lui. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec plus d'accès, plus de données, plus rien. Mais par contre, ça nous avait permis quand même de voir comment fonctionnait Akeneo. Et après, c'est vrai que ça s'est fait par consultation, par bouche à oreille et aussi surtout par démonstration de la puissance de Quable. Et moi, je me rends compte à l'usage que en fait, ça a été un mal pour un bien, parce que niveau paramétrage, fiabilité, on s'en ressort gagnant pour notre part. On a moins de mal avec Quable qu'avec Neo. Voilà comment c'est fait. Merci Aurélien. Alors, une autre question de Francis. Avez-vous des data models différents par niveau de nomenclature taxonomie? Alors, on peut effectivement, en fait, on peut modéliser ce qu'on veut. De base, en fait, on peut partir d'un PIM vide, créer sa propre, on va dire, catégorisation de produits, qu'on appelle classification. Et on peut aussi, ce qui va nous permettre, on va dire, de placer nos objets dans notre catalogue PIM, qui est souvent assez proche de celui de l'ERP. Et en fait, ces objets, on va pouvoir définir des objets qui sont vraiment des produits qu'on va vendre, mais aussi des objets, on va dire, plus intermédiaires, notamment comme dans le cas qu'a précisé Aurélien tout à l'heure, avec la notion de modèle. Le modèle d'un produit ne se vend pas, mais c'est sa déclinaison qui va se vendre. Et donc, on va quand même modéliser le modèle de façon à centraliser un maximum d'attributs qui vont être mutualisés pour un certain nombre de produits à vendre. Et ensuite, on aura un autre objet qui sera l'objet article. Et on a même un objet encore en amont de tout ça qui était la collection. Donc, on a ces trois typologies d'objets dans le cas de Roger Pradier. Et donc, en fait, on va pouvoir en créer autant qu'on veut des objets et on va pouvoir les relier entre eux, définir des liaisons. Ça pourrait tout à fait être des liaisons, je sais pas, on a défini le cas de Roger Pradier, mais je vous fais un autre exemple. Ce serait, par exemple, des pièces détachées. Je vends, je sais pas, une voiture. Donc, j'ai ma fiche qui va décrire ma voiture, mais j'ai aussi toutes les pièces détachées des voitures. Et donc, je vais avoir un autre objet qui s'appelle pièces détachées avec d'autres champs, d'autres attributs, d'autres caractéristiques. Et par contre, il y aura une liaison qui s'appellera article, pièces détachées. Et donc, depuis ma voiture, je vais pouvoir consulter l'ensemble des pièces détachées associées. Et inversement, depuis ma pièce détachée, je vais pouvoir voir l'ensemble des voitures qui sont compatibles avec cette pièce détachée. Là, c'est un exemple. Ouais. Je ne l'ai pas précisé, mais nous, on gère donc les articles avec un data model.
Et on a des attributs pièces détachées et pièces de rechange, enfin pièces de rechange et accessoires. Et si on est dans pièces de rechange et accessoires, on n'a pas les mêmes champs qui s'affichent, ni les mêmes champs obligatoires. On a ce D'accord, donc système. c'est via le jeu d'attributs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc le jeu d'attributs, c'est une fonctionnalité qui vous permet de filtrer les attributs à afficher sur une fiche. Par exemple, si vous êtes sur une fiche d'une voiture, vous allez voir je sais pas, le champ titre, le champ description, mais après tous les champs caractéristiques de la voiture. Et si vous allez sur une fiche de type, je sais pas, une porte, bah, vous n'allez pas voir tous les caractéristiques du moteur de la voiture, des dimensions, etc. Vous allez voir les caractéristiques de la porte. Et donc, en sélectionnant un jeu d'attributs porte plutôt que voiture, ça va vous filtrer les attributs et on verra que les attributs associés à la porte sur votre fiche. Et donc, plus de clarté, plus d'efficacité. Encore une petite question. Alors, Fabrice, effectivement, le sur-mesure, c'était sur-mesure produit sur les tailles non standards. Ah oui, tout à l'heure, par rapport à la question du sur-mesure. Donc, je reprends la question de tout à l'heure. C'était est-ce que vous gérez la partie sur-mesure dans le PIM? Donc, j'imagine, c'est surtout les teintes sur-mesure demandées par les clients. Comment tu les gères dans le PIM actuellement? Bah, nous, tout ce qui est teinte spéciale, ça finit par 999, le code produit. Et après, c'est au niveau de l'ADV, quand ils saisissent la commande, ils demandent la teinte, le RAL ou le Pantone au client. Donc nous, après, c'est géré dans le RP parce qu'il y a des OF qui en découlent et autres. Nous, sur le site internet, de toute façon, on dit c'est teinte spéciale, c'est temps, quelle que soit la teinte. On ne gère rien d'autre. Après, quand c'est des produits sur mesure, ben, je veux 3 prises au lieu de 2, je veux 10 cm de plus, 10 cm de moins. Ce n'est pas des produits standards, donc ce n'est pas des produits qu'on va retrouver dans notre site internet, ce n'est pas des produits qu'on trouve dans notre catalogue, donc ce n'est pas des produits qu'on met dans notre pile. Parce que sinon, on multiplierait par 10 la source de produits. C'est des produits qu'on vend une fois dans notre vie, ou alors on peut avoir une deuxième commande de la personne, mais ça reste marginal. Et ça, c'est vraiment géré que dans le RP, où on n'a pas besoin de données à enrichir. On n'a pas besoin de partager ces données avec qui que ce soit, ni avec le tarif, ni avec le catalogue, ni avec le site internet. Donc ça, on les a vraiment exclus du PIM. Ok, merci Aurélien. J'espère que ça clarifie la question de Fabrice. J'enchaîne avec, il reste 2 questions et puis le temps passe. Du coup, peut-être je vais répondre à ces 2 questions et puis en vraiment 2 minutes, je vous montrerai comment on met en place le PIM, ou du moins en combien de temps. Donc, question de Franck, le back-office Quable est-il chez Quable ou les sources sont-elles installables sur le serveur client? Alors, on est un PIM SaaS, Franck. Du coup, on est même en SaaS multi-tenant. Donc, on est hébergé chez Microsoft Azure et on va dire, tout notre logiciel est vraiment dans notre environnement. Donc, le client, lui, aura accès à une URL. On va lui créer on va dire, un domaine dédié et il aura accès à ce domaine-là et à ces données. Mais le back-office, en fait, le back et le front, qui est en fait la même plateforme sur Cobol, est bien hébergé chez Quable. Question de Catherine. Le dernier niveau est le modèle coloris. Dans vos collections, gérez-vous la notion de taille? Et si oui, comment est-ce géré dans Quable? Donc, ce que je disais, on ne gère pas les tailles, mais si on devait gérer les tailles, on les gérerait dans l'onglet modèle. Par exemple, nous, on a des lampadaires que vous pouvez avoir dans les jardins publics. On va en avoir qui vont faire 3 mètres, on en a qui vont faire 2 mètres. Ben, c'est un code différent. Donc, ils vont peut-être avoir des données communes au niveau d'étanchéité, mais ils vont avoir la hauteur totale différente. Et de toute façon, ils auront une photo différente. Ils auront une fiche technique différente. Donc, ils sont vraiment gérés comme 2 produits différents parce que c'est 2 codes articles différents. Que ce soit parce que j'ai quelque chose qui se met au plafond ou j'ai 2 mêmes modèles mais 2 tailles différentes, c'est 2 produits différents pour nous. Alors, je ne sais pas si c'est clair dans ma réponse. Si, c'est très clair. Mais j'ai même un autre exemple pour illustrer. Donc, on va prendre un exemple plutôt dans le textile qui est assez simple à contextualiser, à conceptualiser. Prenez un t-shirt. Le t-shirt, il est dans une matière donnée. Peu importe sa couleur et sa taille, on a une fiche t-shirt avec les descriptifs de la matière, de comment il faut le laver, etc. Et ensuite, on peut imaginer on va dire
déclinaison de ce t-shirt. Une première déclinaison, c'est justement le coloris. C'est mon t-shirt bleu avec mon code couleur associé et éventuellement quelques informations associées à mon t-shirt bleu. Et ensuite, je pourrais avoir encore un niveau en dessous, donc un autre objet, qui serait en fait au final mon SKU, mon élément unique et vendable. C'est mon t-shirt bleu en taille S, en taille M, en taille L, etc. Et donc, on va pouvoir ici avoir les champs associés à la taille à ce niveau-là. Généralement, c'est un peu comme ça que c'est géré dans le textile. Dans le cas de Roger Pradier, effectivement, ça va être complètement différent. Et c'est une fois de plus, c'est en fonction du besoin et de la typologie de marché et qu'on va proposer le modèle de données associé. Du coup, on a fini les questions. J'en profite pour terminer les 2 derniers slides. Donc, c'est justement sur la mise en place. On a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, Aurélien. Donc, chez Quable, en fait, on a une méthodologie très agile sur la mise en place du PIM, qu'on va appeler plutôt le PXM, pour le Product Experience Management. Et en fait, en 3 semaines, on se donne le challenge de vous installer un PIM en standalone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 3 semaines, on va faire 2 ateliers justement sur votre data model. On va comprendre votre data model, comment vous fonctionnez. On va vous faire une proposition de modélisation. On va le modéliser même ensemble pendant les ateliers. Et à la fin de chaque atelier, en fait, on vous montrera ce qui aura été modélisé de façon à pouvoir itérer. Et à l'issue de ces 3 semaines, l'idée, c'est que vous avez un PIM avec votre modèle de données intégré, donc vos problématiques de gestion de vos produits, et pas quelque chose de standard. Et ensuite, suite à cela, on va importer les données dans le PIM, donc vos données produits, vos données médias, faire les associations entre eux, et tout ça, c'est dans les 3 semaines. Bien entendu, c'est sous réserve qu'il y ait de la disponibilité client, mais nous, de notre côté, c'est vraiment notre challenge et c'est notre promesse. Et donc, ce qui nous permet en fait d'être hyper réactifs sur le marché. On a une solution qui est, on va dire, un des éditeurs les plus réactifs sur la mise en place des PIM. Et donc, ça nous permet en fait d'avoir un POC très rapidement, éventuellement sur on va dire un périmètre réduit, ce qui permet en fait en moins d'un mois de paramétrer le PIM, de configurer, de commencer à utiliser le PIM. Et si, on va dire, le POC est, on va dire, réussi, eh bien, on peut après étendre le périmètre, rajouter des utilisateurs, rajouter des langues, peut-être rajouter des catégories de produits, etc. Voilà, donc ça, c'est la mise en place du PIM, on va dire, sur standalone. Et après, on va avoir toutes les modules complémentaires d'accompagnement qui je vais ouvrir tous d'un coup. Voilà. Donc, on va avoir les 4 premiers qui vont nous permettre, en fait, à chaque fois de faire un atelier. Donc, on va faire un atelier ensemble, on va mettre à plat le sujet. Par exemple, sur les complétudes, on va se dire, OK, pour les complétudes, qu'est-ce que vous avez besoin de monitorer? Alors, par exemple, j'ai 3 canaux, j'ai Magento, j'ai Amazon et j'ai, je sais pas, du print. Et donc, pour chacun de ces canaux, je vais avoir certains attributs qui vont être nécessaires à piloter, à monitorer, et donc savoir où est-ce que j'en suis. Par exemple, je peux être à 100% sur Magento, mais que à 5% sur mon print, parce que c'est pas du tout les mêmes champs qui sont pris en compte. Et donc l'idée, c'est de paramétrer, c'est déjà de mettre à plat le besoin, de le paramétrer, de le challenger ensemble, de le valider, et après on passe à un autre atelier. Par exemple, celui des dashboards, on va faire pareil. Qui a besoin de voir quoi à quel moment dans le PIB? Donc il y a une notion de rôle, d'utilisateur, justement de données qui qui sera utilisée justement pour la création des tableaux de bord. Et donc, pareil, il faut mettre les choses à plat. Le workflow, c'est pareil. C'est plutôt qui intervient à quel moment dans l'enrichissement du PIM. Par exemple, c'est d'abord le responsable produit, ensuite c'est le marketing, ensuite c'est le digital, etc. Et donc ça, on peut faire aussi des ateliers de workflow pour mettre en place un workflow ensemble. Mais en fait, et après pour les utilisateurs, c'est exactement le même principe. Mais ces 4 modules, en fait, vous êtes en mesure de le faire de façon complètement autonome, parce que de base, vous avez une formation incluse dans les 3 premières semaines qui va vous permettre justement
de voir rapidement en fait chacune de ces fonctionnalités-là. Et après, avec la documentation, vous êtes en mesure de le faire en autonomie. C'est en fait ce qui permet d'être beaucoup plus, on va dire, compétitif sur la mise en place des PIM. Par contre, si vous avez vraiment besoin d'être accompagné complètement de A à Z, ben, vous pouvez tout à fait souscrire à l'ensemble de ces modules complémentaires. Et quand je dis module, c'est vraiment module d'accompagnement. La fonctionnalité associée, ben, elle est présente en fonction de votre souscription au PIM. Et enfin, le dernier point, c'est les imports-exports. Donc là, c'est un module plutôt très recommandé, vivement recommandé, si vous avez besoin de connecter le PIM à d'autres applicatifs. Les principaux applicatifs dont on va parler, ça va être votre ERP et le site e-commerce. C'est vraiment, on va dire, les deux logiciels type classiques qu'on va connecter au PIM. Et donc, on a différentes manières de les connecter. Et on peut faire ça par fichier, on va dire, de façon régulière ou soit par API. Et donc, c'est en fonction de votre besoin qu'on va étudier chacune de ces interfaces, spécifier l'interface ensemble, de façon à vous donner une feuille de route pour la mise en place du connecteur qui peut être faite par vous-même ou par un de vos intégrateurs, enfin par votre intégrateur ou un de nos intégrateurs. Voilà. Et à chaque fois, vous avez un estimatif de la durée du module à partir du moment où on le démarre jusqu'au moment où le paramétrage est terminé. Ça reste des estimations. Et au final, bah, du coup, on arrive à peu près 8 à 10 semaines sur un PIM, on va dire, complet, avec un petit bémol sur les interfaces. Ça dépend, en fait, c'est vraiment la durée qui est plutôt élastique et qui dépend de chacun des clients, des interfaces à mettre en place, de la complexité, de la connaissance technique de votre côté. Ça dépend de plein de choses et donc là, c'est un peu plus soumis à l'étude. Il y a une dernière question et après on va pouvoir clore cette session. Question de Francis. Quel est notre modèle économique? Eh bien, Francis, on est en mode SaaS, on fonctionne par abonnement. Et si ça vous intéresse, je vous propose que je vous fasse une petite présentation un peu plus détaillée. D'ailleurs, c'est valable pour l'ensemble de toute l'audience. Si vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin, pour découvrir ce qu'est le PIM, bah, vous allez avoir non, il n'y a pas mes coordonnées ici, mais je vais vous envoyer, de toute façon, vous allez recevoir un email, on va vous envoyer nos coordonnées, vous allez pouvoir me contacter, et on va pouvoir organiser des rendez-vous si vous souhaitez aller un peu plus dans les détails, justement sur le modèle économique, sur la mise en place par rapport à vos problématiques, vos enjeux, vos deadlines, qu'on puisse en fait faire quelque chose de sur mesure pour votre projet. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment pour votre présence. Alors, on a perdu quelques participants, on a un peu dépassé de 10 quart d'heure. Et vous dis à très bientôt, je l'espère, en session personnalisée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Aurélien et bonne journée à toi également. Merci. Et merci à tous.